Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette session douleur génitale. Et je vais passer tout de suite la parole à Rosa, qui va se présenter, vous représenter l'AIUS. Bonjour à tous, alors je suis Rosa Carbaleda, je suis la vice-présidente de l'AIUS. Et l'AIUS cette année a voulu prendre beaucoup de risques parce qu'elle a voulu s'exposer dans des communications difficiles, puisque là on va parler de cas difficiles justement dans nos pratiques. Souvent des thématiques qu'on essaie d'éviter ou des patients qui sont des fois un peu, qui nous énervent un petit peu parce qu'on n'y arrive pas. Donc on va parler de problématiques difficiles, donc c'est-à-dire les douleurs génitales, les dyspareunies, les violences sexuelles et bien sûr, pour se coller à l'actualité, les violences subies en gynécologie, tous ces faits divers, enfin tout ce qui remonte et qui est assez difficile pour nos pratiques. Donc avec Karine Martin, notre gynécologue lilloise choc, qui va donc faire l'ouverture avec les douleurs génitales. Donc je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas, cette journée se veut très interactive, c'est le but, hein, c'est pour ça qu'on parle plutôt d'atelier qu'autre chose. Donc n'hésitez pas à interagir et on va faire au mieux pour répondre à vos questions. Merci. Merci Rosa. Donc cette session douleur génitale, nous allons d'ailleurs d'abord accueillir le docteur Florence Beaucamp, médecin de la douleur, algologue donc au CHU de Lille. Donc elle travaille au centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital Hurier. Et donc la douleur génitale vue sous l'angle de l'algologue. Merci. Bonjour à tous, merci de m'accueillir au sein de votre journée pour aborder la douleur génitale d'un point de vue de l'algologue. Alors on va d'abord poser un peu le décor de douleur, de quoi parle-t-on. Une douleur, c'est défini par l'IASP, qui est un institut de douleur, avec une définition bien précise, qui est une expérience sensorielle et émotionnelle qui est désagréable, associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Dans cette définition, ce qui est très important, c'est le côté sensoriel, donc ce qui est ressenti comme une information sur l'intensité, la localisation, la durée de la douleur, et cette information va engendrer une émotion qui est souvent négative et qui va dépendre aussi de l'expérience du patient vis-à-vis de la douleur, mais aussi de toute son histoire et de toute sa culture sa culture, qui va permettre d'analyser l'information qu'il ressent. Donc c'est une expérience qui est personnelle. Alors les douleurs génitales que nous voyons en consultation de la douleur, c'est souvent des patientes qui ont un parcours médical, gynécologique qui est long et, comme vous disiez très bien, qui énerve un peu parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et donc, c'est des patients qui ont au moins 3 mois de douleur. Donc, on est dans la douleur chronique. Et une douleur chronique, elle n'a plus la fonction d'alerte de la douleur aiguë. Une douleur aiguë, on a mal, ça alerte, on s'adapte et on réagit. Et quand elle est chronique, elle n'est plus utile, elle n'a plus cette fonction d'alerte. Ça engendre des comportements qui sont souvent des comportements d'éviction pour se protéger, et donc ça a donc un retentissement sur la vie en général des patients, que ce soit sociale, professionnelle et familiale. Alors, les patientes qu'on voit, elles présentent des vulvodynies, des dyspareunies, des douleurs vaginales, différents types de douleurs. Ça concerne quand même 12% des femmes dans la population générale. C'est 11% des patientes qui présentent une endométriose. Et c'est quand même 33% des patientes qui présentent des douleurs pelvipérinéales chroniques. Donc c'est quand même une présence importante de ces douleurs génitales. Et souvent, quand elles arrivent en consultation de la douleur, elles ont une douleur génitale, mais souvent autre chose associée, avec des symptômes qu'on ne comprend pas. Elles ont mal ailleurs, elles peuvent avoir des céphalées associées, des douleurs diffuses, mais aussi des signes vésicaux associés. Et on ne comprend pas bien, elles ont eu plein d'examens complémentaires sans vraiment comprendre ce qui se passe, et il y a souvent, malheureusement, pas d'organicité retrouvée. Alors, pour comprendre un peu ces tableaux complexes, n'ayez pas peur, mais c'est la physiopathologie de la douleur. La douleur, c'est d'abord une lésion périphérique qui se passe et qui engendre
une inflammation locale et qui va engendrer un message nociceptif qui va être véhiculé par le système neurologique et qui commence par des fibres, des petites fibres qui vont rejoindre le ganglion postérieur, puis par la suite la moelle épinière, les structures bulbaires et le tronc cérébral et rejoindre le cerveau. Et à partir du thalamus, on ne parle plus de message nociceptif, mais de douleur. Et cette douleur va être projetée dans différentes structures cérébrales qui vont engendrer tout ce qui est l'aspect cognitif de la douleur. Il y a cette route ascendante du message douloureux jusqu'au cerveau, et les flèches vertes correspondent au contrôle descendant de contrôle de la douleur qui vient du cerveau et qui descend vers la moelle épinière et qui passe de la moelle épinière vers le ganglion et la périphérie. Le message nociceptif, il se développe et quand il est sous-tendu par des phénomènes biochimiques qui sont détaillés par les éléments en dessous, je vous les décris pas, ce serait trop long, mais toujours est-il qu'à force d'avoir un message nociceptif, il y a des phénomènes de sensibilisation qui se passent, et cette sensibilisation, elle est périphérique. Qu'est-ce que c'est qu'une sensibilisation ? C'est un phénomène de sensibilité plus importante à la douleur, que ce soit en périphérie, c'est les phénomènes d'allodynie, d'hyperalgésie, les patientes qui sont inconfortables quand elles ont des sous-vêtements trop serrés, et au début c'est à un endroit précis, et après ça devient toute la région, et après c'est même diffus, et c'est à distance de la zone initiale. Et quand c'est à distance, on parle de sensibilisation centrale. Alors, est-ce que dans les douleurs génitales, il existe des phénomènes de sensibilisation ? Une étude qui est de 2004, donc c'est pas tout récent, a évalué, c'est une étude américaine, qui a comparé le seuil de sensibilité mécanique à la douleur chez des patientes qui ont une vulvodynie et chez des patientes qui n'ont pas de douleur. Et il s'avère qu'il existe un abaissement significatif du seuil mécanique de la douleur au niveau vulvaire, mais aussi à distance de la vulve, et ça a été évalué au niveau du bras, au niveau du pouce et au niveau du tibia. Et donc c'est significatif, ce qui signifie que les patientes qui ont une vulvodynie présentent une sensibilisation périphérique et centrale. Quels sont les facteurs de sensibilisation ? Alors, j'ai pas trouvé d'études spécifiques à la vulvodynie. Toujours est-il qu'il y a une étude très récente. Je n'ai eu que l'abstract et j'ai pas eu l'article, mais toujours est-il que j'ai pu trouver les facteurs qui sont liés aux signes de sensibilisation centrale dans les patientes qui présentent de l'endométriose. C'est une grosse étude, c'est 285 patientes. Il y a 41 patientes endométriosiques qui présentent une sensibilisation centrale. Et les facteurs associés à cette sensibilisation centrale, c'est déjà d'avoir des douleurs pelviennes, qu'elles soient modérées ou sévères, le fait d'avoir des céphalées de tension ou des migraines, un syndrome du côlon irritable, et une anxiété. Alors il y avait d'autres facteurs, j'ai relevé les plus importants. Une autre étude qui est de 2022, qui s'intéressait surtout aux douleurs pelvipérinéales, qui est une étude rétrospective espagnole, et donc la rétrospectivité pourrait être discutée. Toujours est-il qu'il y a 275 patientes qui ont été réparties en 3 groupes. Elles ont toutes des douleurs pelvipérinéales, mais il y a le groupe de patientes qui ont des douleurs pelviennes, des douleurs anorectales et des douleurs vulvaires. Alors parfois les patientes ont les 3, et ils ont choisi de mettre dans un groupe en fonction de la prépondérance d'un des 3 signes. Et ils ont fait le score de convergence des douleurs pelvipérinéales dont je vais vous parler. C'est un score qui évalue l'orientation vers une sensibilisation centrale. Et sur ces 275 patientes, il y a 79% des patientes qui présentent un score supérieur à 5 sur 10, c'est-à-dire qui présentent des signes en faveur d'une sensibilisation centrale. Et un des éléments qui est significativement
prépondérant chez ces patientes-là, c'est la durée de la douleur des patientes, c'est-à-dire que les patientes qui ont une durée de douleur de 3 ans ont un score, au moins de 3 ans, ont un score de convergence significativement plus élevé que celles qui ont une durée de douleur d'1 an et demi. Donc la durée de la douleur semble être un facteur de sensibilisation. Ensuite, une étude canadienne qui est aussi ancienne de 2009, où là il y a 50 patientes, pareil, divisées dans 2 groupes, le groupe vulvodynie et le groupe contrôle. Alors là, ils n'ont pas mis en évidence de sensibilisation centrale, mais une sensibilisation périphérique a été constatée par la diminution du seuil de la douleur localement, et c'est associé à un score de catastrophisme qui est significativement plus élevé chez les patientes qui sont douloureuses. Après avoir constaté en pratique, quand on regarde les patientes ayant des douleurs génitales et qui sont chroniques. J'allais dire, le premier temps de la consultation de ces patientes, mais c'est aussi la spécificité de la douleur chronique, c'est écouter son patient, écouter sa patiente, écouter son histoire, le contexte d'apparition, la date ou le phénomène d'apparition, si c'est brutal ou progressif, comment c'est arrivé, depuis quand ça évolue, la représentation que la patiente va se faire de la douleur, essayer de faire localiser la douleur si c'est possible, mais la localisation reste importante, et le retentissement de cette douleur dans leur vie quotidienne, dans leur vie intime aussi, et puis bien sûr colliger tous les antécédents médicaux mais aussi chirurgicaux et les antécédents de vie, notamment dans tout ce qui est violence. On ne va pas se passer d'un examen clinique minutieux qui soit au niveau gynécologique mais aussi général. On va aller chercher des douleurs ailleurs. On va éliminer une organicité, mais souvent ça a été fait par les gynécologues, parce que le circuit est souvent une consultation de gynéco, plusieurs consultations de gynéco, et puis un avis de la douleur parce que la douleur n'est pas bien comprise ou on ne s'en sort pas en gynéco. Donc tout ce qui est organique, en général, nous, on n'a plus besoin de faire, c'est déjà très bien fait par l'équipe du docteur Martin. On regarde beaucoup les cicatrices d'épisio ou les cicatrices vulvaires ou d'autres cicatrices qui peuvent être responsables de douleurs neuropathiques. Et il faut savoir que les douleurs post-chirurgicales, c'est comme douleurs neuropathiques post-chirurgicales, c'est 20% des chirurgies. Alors, je n'ai pas de chiffre pour les cicatrices d'épisiotomie, mais 20%, c'est pas rien et il faut toujours l'avoir en tête. Et puis, on va aller chercher des signes de sensibilisation. Alors, des signes cliniques, mais aussi des éléments de réponse à des questions. Qu'est-ce que c'est que la clinique d'une sensibilisation ? C'est rechercher une allodynie. Une allodynie, c'est quoi ? C'est des patientes qui ressentent une douleur avec une stimulation qui n'est pas douloureuse. On va la chercher au niveau vulvaire, on va essayer de cartographier l'allodynie s'il y en a une. On va chercher aussi une hyperalgésie. L'hyperalgésie, c'est le fait de sentir une douleur sur un stimulus nociceptif, mais ce ressenti douloureux est plus important que la normale. Et on va aller chercher une hyperpathie, c'est-à-dire qu'après avoir stimulé les zones, elles sont douloureuses et malgré l'absence de stimulation, est-ce qu'il reste une douleur où la patiente ressent encore une douleur ou une gêne ? Souvent, les patientes, elles se grattent, elles disent « Oh, j'ai l'impression que vous êtes encore en train de m'embêter avec vos petits pics ». On peut rechercher des signes de sensibilisation centrale avec le questionnaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été utilisé par l'équipe espagnole, qui est le score de convergence des douleurs pelvipérinéales. C'est un score de dépistage des douleurs, de dépistage de la sensibilisation centrale. Et donc, ça va aller donner... Il y a plusieurs sphères qui sont explorées, donc la sphère urinaire, la sphère génitale, la sphère digestive, la sphère cutanéo-muqueuse et la sphère musculaire. On va aller chercher des signes de sensibilisation, les douleurs, l'allodynie, les douleurs associées à la miction, après la défécation. On va aller chercher d'autres signes associés comme des migraines ou des douleurs diffuses qui pourraient rentrer dans le cadre d'une fibromyalgie, même si le diagnostic de fibromyalgie il est bien précis.
le syndrome de fatigue chronique ou en état de stress post-traumatique, tout ça, ça va nous donner des points et le score est sur 10. Et si le score est supérieur à 5 sur 10, dans le cadre de douleurs pelvie-périnéales, ça nous oriente vers une sensibilisation centrale. Et ça permet de, j'allais dire, dédramatiser, enfin pas dédramatiser, mais mieux comprendre des patientes qui ont des douleurs pelvie-périnéales, qui partent dans tous les sens et qui ont mal partout, et dont on ne comprend finalement rien sur le plan organique, parce qu'on a fait tous les examens et que rien ne colle avec ce qui se passe. Un autre questionnaire qui est intéressant, mais qui est pour l'instant validé qu'en anglais, en espagnol et en allemand, je crois, qui est le Central Sensitization Inventory, qui a un score sur 100 et qui est beaucoup plus général et qui va aller chercher des signes cliniques de sensibilisation centrale. Et donc les patientes répondent soit elles ne sont jamais concernées, soit rarement, soit de temps en temps, soit souvent, soit tout le temps, et respectivement cotées entre 0 et 4. Et plus le score est élevé, et plus la chance d'avoir une sensibilisation centrale est élevée. Il n'y a pas de cut-off, ceci dit, j'ai regardé la littérature, il semblerait qu'au-dessus de 44 sur 100, il y a de fortes chances qu'il y ait une sensibilisation centrale. Après, juste pour mémoire, il existe des outils cliniques de mesure du seuil de la douleur qui sont utilisés dans les études dont je vous ai parlé et qui sont en pratique non utilisables, mais cliniquement, on peut rapidement savoir s'il existe des signes de sensibilisation. On va aller chercher les facteurs de sensibilisation en faisant remplir des questionnaires et bien sûr avec les questions qu'on peut poser pendant la rencontre lors de la première consultation. Donc l'HAD, je pense que tout le monde connaît. C'est un score qui est sur 21 et qui va aller dépister l'anxiété et la dépression. Et un score supérieur à 11 sur 21 permet de nous orienter vers des patients qui sont plutôt anxieux ou dépressifs en fonction du sous-score. Un autre facteur important à évaluer, c'est le catastrophisme. Le catastrophisme, c'est un facteur de sensibilisation et comme l'anxiété et la dépression, c'est aussi des éléments qui vont majorer le ressenti de la douleur dans les douleurs chroniques. Et c'est un score qui se fait assez facilement, c'est un auto-questionnaire qui est sur 52. Qu'est-ce que c'est que le catastrophisme ? En fait, c'est une adaptation cognitive et affective qui est négative et le patient va se centrer et se dramatiser sa douleur avec une sensation d'impuissance vis-à-vis de sa douleur et puis que ça n'ira jamais. Donc il y a un sentiment un pessimisme vis-à-vis de cette douleur. C'est un score sur 52, il n'y a pas de cut-off non plus. Plus le score est élevé, plus le catastrophisme est important. Le traitement, est-ce qu'il faut traiter toutes les douleurs génitales ? Ça, je laisse le soin aux psychologues de l'aborder. Toujours est-il qu'on va quand même essayer de les traiter. S'il y a des signes de sensibilisation centrale, on va aller agir en centrale. Je ne vous ai pas mis les traitements, mais c'est les traitements anti-NMDA. Donc c'est là où la sensibilisation se fait. C'est tout ce qui est kétamine. Kétamine et catapressant. Alors le catapressant n'est pas anti-NMDA, mais ça agit sur les structures bulbaires et du tronc cérébral et ça a une action sur la sensibilisation centrale. Donc c'est des patients qu'on peut mettre parfois sous catapressant pour des douleurs parce qu'il y a une sensibilisation centrale. Les traitements périphériques, il y en a à mettre. On sait que si on traite en périphérie, on peut améliorer la sensibilisation, qu'elle soit périphérique, mais c'est surtout centrale. Alors plus on laisse apparaître et on laisse la sensibilisation centrale, moins on arrive à traiter la sensibilisation centrale en contrôlant le périphérique. On peut utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais pas sur le long cours. Après, c'est tout ce que vous devez connaître aussi, les antiépileptiques type gabapentine, prégabaline, les antidépresseurs sérotoninergiques et noradrénergiques. Ceux-là ont une action sur les douleurs neurogéniques ou les antidépresseurs tricycliques comme l'amitriptyline. Parfois, on est amené, quand il y a des cicatrices qui sont douloureuses, à les infiltrer localement. Ça, on va demander aux anesthésistes de le faire. On peut faire des analgésies locaux-régionales parce que la cicatrice correspond
à un territoire précis. Alors, on peut penser au pudendal, mais ce n'est pas toujours le pudendal. C'est pour ça qu'il faut bien localiser la douleur. Ce n'est pas toujours du pudendal. Ça peut être du clunéal, mais enfin, vraiment, c'est important de cartographier la douleur. Et à l'extrême, si on n'a pas d'autre solution et si en équipe, on pense que ça peut apporter un soulagement et qu'il y a un intérêt à traiter les patients, on peut proposer une neuromodulation du cône terminal. Ensuite, j'ai regardé une revue assez récente, tout ce qui est toxine botulique et topique. Quand je dis topique, c'est crème de laroxyle, crème de gabapentine, crème de laroxyle et kétamine, du lioresal ou même des ovules de benzodiazépine. Globalement, soit les études ne sont pas de bonne qualité, on ne peut pas conclure, et il n'y a pas franchement de différence entre... C'est efficace, le placebo ou la toxine, par exemple, sont efficaces, mais il n'y a pas de différence significative entre les deux. Alors, à savoir que pour les toxines, les effectifs étaient petits, donc c'est peut-être insuffisant. Et puis, il y a l'aspect cognitif qu'il faut aborder, bien expliquer aux patients que les patients ont une douleur chronique, que ce n'est pas un coup de baguette magique ou un coup de claquement de doigts qu'on va réussir à faire tout disparaître. Il faut bien prendre en compte la façon dont le patient va vivre sa douleur. Est-ce qu'il est centré dessus? Est-ce qu'il rumine sa douleur? Est-ce qu'il est anxieux? Quel rapport il a avec le corps médical, avec les prises en charge dont il a déjà bénéficié? Et favoriser tout ce qui est activité physique douce. Alors, en soi, ça n'a pas forcément d'effet antalgique, mais ça permet aux patients d'avoir un ressenti de douleur moins important. Et expliquer que ça va prendre du temps. Donc, en conclusion, les patientes qu'on reçoit pour des douleurs génitales sont des patientes complexes, parce qu'on ne sait pas que les douleurs génitales qui posent problème, c'est d'autres douleurs diffuses qui nous font perdre un peu les pédales et qui parfois nous font faire des examens parfois un peu trop. Mais finalement, si on va rechercher les signes de sensibilisation centrale ou périphérique, ça nous permet de mieux comprendre les douleurs. Et puis, il faut savoir proposer une thérapeutique qui soit adaptée et acceptable par le patient. Et donc ça, il faut vraiment bien prendre le temps d'écouter, de comprendre les attentes. Et donc, un travail de pluridisciplinarité est important. Alors, on travaille avec les gynécos, on travaille avec les psychologues. Je n'ai pas trop parlé de la kiné, mais souvent, le circuit est déjà bien... La boucle est déjà bien enclenchée quand ils arrivent à la douleur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Bocan, d'être vraiment là ce matin avec l'équipe. Donc après, on va accueillir les psychologues. On va peut-être faire des questions à la fin des 3 sessions. Ça permettra, parce qu'il y a vraiment des éléments qui vont se recouper, ce sera peut-être plus riche de répondre aux questions après les 3 interventions. Merci beaucoup, Dr Bocan. Donc nous allons accueillir Mesdames Dubois et Abt Bazali. Donc ça sera la douleur génitale vue sous l'angle des psychologues de la douleur. Donc, Madame Dubois est psychologue clinicienne et travaille au centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital Urier, donc avec le docteur Bocan, mais également en psychiatrie de lésions et en médecine interne adulte. Et Madame Abt Bazali est psychologue clinicienne, donc aussi au centre d'évaluation et de traitement de la douleur à l'hôpital Urier au CHU de Lille. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Alors nous, on va vous parler des douleurs génitales chez les femmes avec une approche donc, psychologique. Donc pour commencer, il est bien important de préciser que la douleur, elle vient d'emblée convoquer la personne. Qu'elle soit aiguë ou bien chronique ou rebelle, la douleur dépasse la question de l'organe seul. Si on souhaite voir la douleur commencer rien qu'à bouger, il va falloir entrer dans une considération de la personne et donc dans une démarche plus globale. Et c'est pour ça qu'on vous a mis le modèle biopsychosocial de Engel, qui explique bien que la douleur, c'est toujours une expérience personnelle qui est influencée à des degrés divers, donc par des facteurs biologiques, socioculturels et psychologiques. Et donc c'est à travers leur expérience de vie que les individus apprennent le concept de la douleur. Alors, la particularité des douleurs génitales. Avant et au décours des causes organiques, il est important d'évaluer et de prendre en considération d'autres facteurs associés, comme d'ailleurs le montre bien le modèle d'Engel qu'on vous a présenté juste avant.
Les causes psychologiques ou relationnelles peuvent exister seules ou en ajout à des causes médicales ou physiques. Il faudra toujours faire attention qu'un examen médical ait bien été pratiqué. Ce qui est important de notifier par rapport aux douleurs génitales, c'est que les représentations et les sens qui peuvent être accordés à ces douleurs, concernant d'ailleurs plusieurs sphères de la vie. La sphère de l'intime, puisque ces douleurs, en fait, peuvent avoir un caractère honteux en raison de leur nature génitale, car elles touchent une partie du corps privé, secrète et taboue, socialement, donc plus difficilement communicable. Ça touche aussi la sphère de la sexualité. Ces douleurs peuvent être une entrave à la réalisation de leur conception à ces femmes, leur vision de leur rôle sexuel. Ça peut être une entrave à la maternité, parce que cette douleur peut être aussi une limitation dans celle-ci. Elle peut provoquer souvent la peur de l'accouchement, voire la peur de l'expérience de la grossesse en raison des douleurs. Et ça touche aussi la sphère de la féminité, bien sûr, puisque ces femmes se sentent souvent moins féminines ou inférieures, défectueuses, comparées aux autres femmes. Quand on rencontre ce type de patiente, on va venir un peu prendre différents facteurs en considération. Un des premiers facteurs à prendre en considération, ça va être la construction de la sexualité chez ces femmes. Donc là, on vous a mis le modèle de Clotio qui montre un petit peu comment la sexualité, elle se construit et quels sont aussi les éléments à prendre en considération finalement. Donc évidemment, il y a les facteurs médicaux, les facteurs médicamenteux, les facteurs psychologiques intrapersonnels, interrelationnels, intellectuels et émotionnels. Donc ça veut dire voilà, comment les femmes se sentent avec elles-mêmes, avec les autres, comment elles ont développé, est-ce qu'elles ont développé une compréhension dans leur sexualité, mais aussi dans leurs émotions. Il y a évidemment les facteurs éducatifs, les modèles parentaux, sur la sexualité, la prévention, les tabous, les discours angoissants ou même l'exposition à la pornographie très jeune, les facteurs environnementaux, la qualité de vie, les facteurs culturels et religieux, évidemment, les autorisations, les interdits, les tabous, les mutilations génitales, les facteurs corporels, la découverte du corps, du plaisir, les facteurs en lien avec le développement de la sexualité, à quel âge, la possibilité de choisir, de vivre et d'affirmer son orientation, évidemment les antécédents peut-être d'abus, on reviendra dessus, et évidemment les facteurs en lien avec la relation de couple, le type de relation, la personnalité du ou de la partenaire, et évidemment la tonalité affective, le sentiment amoureux. Tous ces facteurs sont importants à prendre en considération. Mais on insiste beaucoup sur l'importance justement de contextualiser le sens en fait de la douleur dans toutes les dimensions qui l'entourent afin de bien comprendre la place de celle-ci dans la vie de la patiente. C'est l'importance aussi en matière de sexualité de la notion d'évolution tout au long de la vie. Elle n'est pas fixée mais en mouvement. Elle s'étend toujours sur des bases physiologiques, hormonales, relationnelles et d'apprentissage qui évoluent tout au long de la vie. Il y a vraiment cette notion d'évolution qui est très très importante dans la compréhension et la contextualisation de la douleur. Donc, on vous a un peu résumé, je ne veux pas rentrer dans tous les détails de tous les facteurs qu'il y a à prendre en considération, mais évidemment, il y a la santé mentale en général, les antécédents de dépression, d'anxiété, l'image corporelle, les facteurs cognitifs, affectifs et comportementaux spécifiques à la douleur. Donc là, Madame Beaucamp, elle vous a bien expliqué la catastrophisation, la peur liée à la douleur, l'hypervigilance, le sentiment d'auto-efficacité face à la douleur. Ça, c'est le sentiment, la confiance qu'ont les personnes à gérer les émotions associées à la douleur, les sensations physiques, l'acceptation de la douleur, évidemment. Il y a tous les facteurs cognitifs, affectifs et comportementaux spécifiques à la sexualité. Il y a des patientes qui peuvent avoir un évitement de l'exposition au corps pendant les rapports, les cognitions liées à la pénétration, les attitudes à l'égard des organes génitaux féminins et masculins qui ont une importance. Et voilà, les facteurs dyadiques, la communication sexuelle, dyadique, l'intimité sexuelle, relationnelle,
la satisfaction relationnelle, le soutien du partenaire ou à l'inverse la sollicitude et les hostilités du partenaire. Tout ça peut avoir une importance sur le ressenti de l'intensité douloureuse et la satisfaction sexuelle chez ces patientes. Alors, quels facteurs prendre en considération? Alors, effectivement, on va quand même vous parler. Il y a beaucoup d'études comme celle-ci qui montrent qu'on retrouve de nombreuses situations de douleurs chroniques avec des événements dits traumatiques, en fait. Il y a de la violence physique, il y a de la violence sexuelle, il y a de la violence psychosociale, avec souvent 2 ou 3 de ces types de violences associées. Que ce soit des agressions, des abus sexuels, des maltraitances dans l'enfance, ou bien des hospitalisations avec opération chirurgicale. La question de l'abus sexuel est particulièrement évoquée dans le cas de douleurs de la zone pelvienne. Mais attention quand même, Alors, c'est vrai qu'il est important de venir questionner ces événements potentiellement traumatiques, mais les douleurs génitales ne relèvent pas toujours d'un abus sexuel ou de violence. Il faudra toujours aborder cette question avec nuance lors des rencontres. Un traumatisme ou un état de stress post-traumatique se constitue dans une conjonction de facteurs et ne se résume pas à un acte ou à un événement si impressionnant ou destructeur soit-il. Oui, il y a vraiment une notion, pour pouvoir parler de psychotrauma, il faut qu'il y ait 3 éléments. Le premier élément, c'est la confrontation au réel de la mort. Le deuxième, c'est une charge émotionnelle tellement intrusive qu'elle va submerger la personne. Et la troisième, c'est l'absence de tiers sécure. C'est très important, pour parler de psychotrauma, de retrouver ces 3 éléments-là. Et donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a vécu un événement qui nous paraît objectivement traumatique que la personne a construit un traumatisme ou le vit comme tel. Moi, j'ai une patiente qui a vécu des mutilations au niveau génital et en fait, évidemment, ce n'est pas un événement agréable, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a construit un état de stress post-traumatique sur cet épisode-là de sa vie. Et donc, il n'est pas question de tenir un traumatisme comme la cause ultime et définitive de la douleur et de se centrer que sur c'est psychologique et puis c'est tout. Donc, on peut légitimer sans forcément placer dans une position victimaire. De toute façon, en matière d'abus, même si on avance au niveau psychologique, il faut avancer aussi au niveau du corps. Alors ça, c'est vraiment, pour les psys, on s'intéresse beaucoup à l'attachement. L'attachement, ça va influencer la façon dont les individus, ils anticipent, ils réagissent et cherchent du soutien lorsqu'ils sont confrontés à une douleur chronique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'attachement parce que c'est un petit peu long, mais des études ont montré que les adultes qui ont un attachement anxieux, donc c'est des personnes qui sont assez dépendants de leur partenaire, qui demandent beaucoup d'attention, et à l'inverse, les patientes qui sont plutôt évitantes, très indépendantes, eh bien, elles ont une plus grande intensité douloureuse. Et les patients avec un attachement anxieux ont aussi un plus faible sentiment d'auto-efficacité en matière de douleur. Donc le sentiment de moins gérer les émotions, comme je vous expliquais tout à l'heure, associées à ces douleurs, et les sensations physiques aussi associées à ces douleurs. Alors, et concrètement, comment accompagner ces patientes? Rencontrer une personne souffrant d'une douleur pelvi-périnéale, quel que soit le diagnostic précis, ou l'absence de diagnostic précis d'ailleurs, c'est accueillir la plainte, comme le disait bien Madame Beaucamp. Et bien sûr, le professionnel prend le temps de recevoir cette plainte. Comme nous l'avons vu, il s'agit d'un phénomène complexe qui touche l'intimité et il est donc nécessaire de créer une relation de confiance. Alors, et concrètement, comment accompagner ces patientes? Alors là, on voulait vous présenter juste 5 petits points qui sont très intéressants. Nous vous informons que les... Excusez-moi. Démarrer en salle 3 et 3. Mais... On peut y aller. C'est Ok. bon, on la remercie. Donc l'idée, c'était 5 petits points pour avoir en tête pour aider à créer une relation thérapeutique de confiance. L'idée, c'est d'abord écouter le patient. Et l'écouter, ça veut dire sans l'interrompre,
ni prendre de notes. On sait qu'en général, dans une consultation médicale, le patient est interrompu au bout de 20 secondes par le médecin. À ce moment-là, le soignant va penser « Tiens, il me laisse la liberté de m'exprimer ». Ensuite, poser des questions ouvertes. Le soignant peut inviter le patient donc à évoquer ce qu'il vit par rapport à la maladie, aux situations sociales, conjugales, familiales, culturelles. À ce moment-là, le patient pense « Tiens, il s'intéresse à ce que je pense ». C'est important de reformuler aussi, exprimer au patient ce que l'on a entendu et compris, en essayant d'utiliser un maximum ses mots à lui. Et tiens, là, le patient peut se représenter et se dire « Tiens, il se représente ce que je pense ». Mettre des mots sur les émotions ressenties. Tiens, pouvoir dire au patient « Je perçois la colère dans vos propos » ou « Je ressens des difficultés chez vous quand on évoque cette problématique ». Le patient va pouvoir penser qu'il se représente ce qu'il ressent, le médecin. Et ensuite, faire cela surtout sans conseiller, sans minimiser, sans interpréter, sans juger, sans débattre, sans imposer, sans menacer, sans prendre un parti, pour que le patient puisse se sentir respecté dans ses choix, même s'il sent que le soignant n'est pas d'accord. Après l'établissement de cette relation de confiance, où le patient se sent quand même un peu plus libre, il se peut, alors pas toujours, que ce soit les patients qui peuvent attendre que ce soit le professionnel de santé qui aborde les sujets plus sensibles et tabous. Donc, toujours demander si on peut poser des questions sur les sujets que l'on souhaite aborder. Donc là, on vous a mis un petit peu des exemples de comment aborder les choses. Voilà, je voulais juste revenir sur le phénomène de ratification, parce que en fait, la ratification, c'est vraiment l'outil indispensable du soignant pour rejoindre son patient, ce dont je viens de vous parler précédemment. C'est pour permettre vraiment au patient de se sentir compris et en fait rejoindre là où il est. Et il se sent alors moins seul. Et à ce moment-là, quand même, en captant son attention, en reprenant ses mots, comme nous venons de le dire, il a plus confiance en vous et il a déjà un peu moins mal. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi lui poser des questions en abordant par exemple la relation de couple, soit des questions plus directes, en demandant vraiment la permission, est-ce que je peux vous poser quelques questions sur votre couple, sur votre partenaire, toujours demander la permission de poser des questions sur les relations, puisque les relations, c'est vraiment ce qui touche à l'intimité. Et ce n'est pas toujours évident de parler de ces relations. Vous pouvez aussi poser des questions comme celle-ci, comment allez-vous en ce moment sur le plan conjugal ou relationnel, des questions plus générales, quoi. Ou alors on peut aussi placer en fait des contextes plus collectifs au début des questions. En fait, ça permet de poser la question plus indirectement. Par exemple, comme la question suivante, les inconforts ou les maladresses sexuelles peuvent être fréquentes au sein d'un couple, même chez les couples qui se connaissent bien. Pensez-vous que cela puisse être le cas et que cela ait pu être le cas pour vous ? En plaçant des contextes comme ça au début de la question, plus collectif ou plus général, plus culturel, ça peut vraiment aider à poser des questions. Ou alors, des questions plus directes, pouvez-vous me décrire en quelques mots simples les difficultés que vous avez rencontrées lors des derniers rapports intimes ? Donc là, on vous a mis une petite grille d'évaluation psychologique. L'idée n'est pas de replaquer exactement comme tel quand vous voyez un patient et se dire bon, je vais sortir la grille, mais c'est quelques idées de questions. Pour aborder ces douleurs, on peut lui demander comment sont ces douleurs, à quoi elles ressemblent, comment elles se traduisent dans le corps. Comme vous a dit Madame Beaucamp, bien toujours replacer le contexte. On peut aussi voir si le problème a été évoqué avec le partenaire, quelles actions ils ont mis peut-être en place par rapport à ces difficultés-là. Et une des questions quand même les plus importantes, c'est celle qu'on a mis en rouge, quel serait un résultat thérapeutique satisfaisant finalement pour les patientes. Alors il y en a évidemment qui vont nous dire ne plus avoir mal, mais ce n'est pas toujours le cas et ça peut être important de poser cette question-là. Alors l'enjeu, ça sera souvent concrètement, en tout cas plus globalement d'un côté psy, l'enjeu sera souvent d'épaissir le vivant en fait pour reconstruire autre chose, quelque chose de vivant chez eux, d'autre qui va prendre la place du problème et donc de la douleur sans forcément en fait pouvoir éliminer la douleur à travers des objectifs modestes et réalisables.
Par exemple, justement, là, l'idée, c'est de pouvoir dire au patient, si j'ai bien compris, vous me dites que vous ne parvenez plus à avoir des rapports sexuels avec votre conjoint à cause de la douleur et que cela crée des conflits, des tensions dans votre couple. Vous me dites vouloir retrouver la complicité avec votre partenaire et que ça, c'est très important pour vous. Quelles peuvent être aujourd'hui les activités, les gestes accessibles et acceptables actuellement pour vous qui pourraient recréer cette complicité avec votre partenaire? Et à ce moment-là, laissez un peu le temps. Et en fait, c'est toute la possibilité, tout l'art du questionnement qui permet en fait au patient de se positionner différemment. Et c'est la question qui va provoquer en fait la possibilité chez le patient de penser les choses autrement. Ça, c'est un exemple qui montre qu'en écoutant en fait la plainte, peut-être plus dans la dimension relationnelle, on peut permettre au sujet de prendre des initiatives simples en fait, mais pour changer sa relation avec sa douleur. Et à ce moment-là, le sortir de son sentiment finalement d'impuissance, en fait, par une forme de reprise d'action de sa part. Parce que souvent, une des problématiques majeures de nos patients qui souffrent de douleurs chroniques, c'est véritablement le fait que la douleur et eux, c'est la même chose. Donc pouvoir quand même ratifier la problématique de la douleur et pouvoir parler de la relation avec le problème et de toutes les problématiques qui sont engendrées par cette relation avec la douleur, en fait, ça va permettre aux patients quand même de sortir de cette impuissance où il y a une identité où ils ne sont que douleur et complètement submergés par celle-là. Alors, on a fait aussi un petit point quand même, attention aux fonctions de la douleur. Donc, même perdre des douleurs peut susciter une certaine crainte. Alors, chez nos patients, c'est pas toujours conscientisé, c'est pas quelque chose dont ils ont toujours conscience, mais il peut exister des bénéfices à ces douleurs, et donc il faut toujours peut-être venir vérifier les gains et les pertes si vraiment on venait toucher à cette douleur, d'accord, parce que la diminution de la douleur peut amener à une perte réelle de bénéfices ou de protection. Je vais vous donner un exemple d'une de mes patientes, à la base, que je rencontre plutôt pour des douleurs de membres inférieurs, qui un jour me dit que lors de ses rapports sexuels avec son compagnon, elle a très très mal lors des rapports. Bon, on vient un peu questionner tout ça, voir un petit peu comment ça se passe déjà dans la relation, dans la sexualité. Et dans sa construction, en fait, j'apprends que la femme n'a pas le droit de dire non. D'accord ? C'est un devoir conjugal, finalement, la sexualité. Et pour son compagnon, d'ailleurs, c'est la même chose. Donc, finalement, bien souvent, elle n'a pas envie d'avoir de rapport, mais elle en a quand même, dans des positions qu'elle n'a pas envie d'avoir, mais qu'elle fait quand même. Et du coup, là, ces douleurs, elles sont peut-être un petit peu protectrices, quoi. Elles viennent nous dire, moi, j'ai pas envie de ça, c'est pas ce que je veux, et peut-être qu'y toucher, ce serait pas bénéfique, quoi. Et donc, c'est plutôt venir apprendre à la patiente que le non, elle a le droit, et que, venir un petit peu plutôt travailler là-dessus. Donc, voilà. Toujours venir quand même évaluer derrière s'il n'y a pas quelque chose qui vient protéger le patient. Donc pour résumer, on va essayer de vous lire quand même une étude des cas qui vient un peu résumer tout ça, l'importance de cette observation clinique au sens large, l'évitement de l'interprétation trop rapide et directe, toujours utiliser les mots de la patiente, le décodage psychopathologique et la place du symptôme dans l'économie de la vie de la patiente. Voilà. Donc l'idée là, c'est simplement de vous présenter un premier entretien avec une patiente dans laquelle nous avons pu balayer un certain nombre de dimensions de la douleur. Voilà, je vous présente Caroline qui a 40 ans. Elle se présente comme une jeune femme dynamique, mince, souriante, infirmière de bloc de métier. Elle commence par me dire d'emblée « Je n'ai pas le moral, j'ai mal à la vulve depuis 2017 et m'explique souffrir de dyspareunie, vaginisme et mycose actuellement. » Elle me dit aussi, avec insistance et rapidement dans notre rencontre, qu'elle ne souhaite pas d'enfant et qu'elle n'en a jamais souhaité. Ne voulant pas transmettre une charge trop lourde, et on entend dans son discours qu'elle ne souhaite pas transmettre cette vie-là. Puis ensuite, en fin d'entretien,
Elle me confiera avoir avorté à 21 ans lorsqu'elle est tombée enceinte sans le vouloir lors de ses premiers rapports. Elle est en couple actuellement depuis plus de 4 ans avec un partenaire français très gentil. Les douleurs ont commencé lors des derniers mois de relation avec son conjoint précédent. Elle explique d'ailleurs que lorsque ces douleurs ont fait apparition dans sa vie en 2017, elle a eu plusieurs problèmes de santé, notamment des douleurs articulaires, sa mâchoire bloquée. Elle ne se sentait pas libre dans cette relation qu'elle avait choisie pour faire plaisir à ses parents, selon ses dires. Il était musulman comme elle. Au sein de cette relation, elle s'est sentie souvent humiliée et rabaissée, puisqu'il lui renvoyait de nombreux reproches au quotidien, ainsi que sexuellement. Elle a été très touchée parce qu'il lui reprochait toujours son odeur de sexe. Ainsi, elle m'explique qu'il refusait, lui, de lui faire un cunnilingus, alors que, vraiment, selon ses dires, elle était bien en droit de l'exiger dans son couple. Elle parle ainsi librement de sexualité, mais il semble que cela fasse référence à une culture sexuelle apprise et sociétale. Elle évoque l'idée de besoin sexuel, beaucoup, sans forcément l'existence de l'autre. L'idée de vivre une sexualité de plaisir sans forcément y associer la noblesse des sentiments. On comprend en fait qu'elle a construit sa sexualité pas en lien avec l'amour. Je viens questionner alors la notion de féminité dans sa famille, pour avoir accès à ce qu'elle a reçu des femmes qui l'ont entourée. Elle me raconte successivement l'histoire de sa mère et de sa grand-mère maternelle et paternelle, ayant vécu des vies de femmes malheureuses avec des maris soit violents, rabaissants, exigeants, sans partage d'affection. Elle évoque rapidement ses 2 sœurs comme des femmes malheureuses dans leur vie de femmes avec des douleurs gynécologiques d'ailleurs aussi, et leur maternité compliquée à chacune. Elle m'explique le regard de son père qui l'a toujours rabaissée, ainsi que toutes les femmes d'ailleurs. Son père sous-entendait toujours qu'elle n'était pas libre. Et ça, Caroline n'était pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, elle m'explique que si, les femmes peuvent être libres et que la religion musulmane explique bien qu'elles sont libres. Je pense qu'elle s'émancipe encore et aujourd'hui, tous les jours, de son père et souhaite témoigner de son indépendance, en fait, en restant avec son compagnon qui n'est pas accepté par son père, puisque celui-ci est français et athée. Et que depuis qu'elle avait décidé de le présenter à son père il y a plus d'1 an, elle avait dû couper les liens avec son père qui n'acceptait pas cette relation. Mais ma patiente ne comprend pas l'attitude de son père, puisque sa mère à elle, qui est l'épouse de son père, est française et catholique. Beaucoup de choses dans son histoire de femme, transmises, vécues et reçues, qui me laisse, moi, me poser la question du degré de liberté qu'elle peut avoir dans une relation avec un homme, et de la possibilité de partager avec l'autre dans une vraie relation de confiance. En effet, c'est-elle donner et recevoir. Le plaisir sexuel, quand même, nécessite l'activation du vécu corporel et d'une disponibilité psychique. Quelle est la place de l'autorisation et de l'interdit, maternel, paternel et culturel? Ce qui était étonnant, c'était l'examen psychodynamique, sexologique de cette patiente qui montre une capacité à vivre sa sexualité externe, en fait. Puisque du désir, oui, elle en a. Du plaisir clitoridien, oui. Un certain goût pour la sexualité, oui. Donc des rapports sur un certain mode extérieur. Et dans le même temps, une incapacité de représentation de son intériorité, autre que dans la douleur, puisque c'est depuis 2017 qu'elle se plaint de ces douleurs qui sont toujours présentes. Par ailleurs, se greffe à cela une peur de l'intrusion. En effet, à plusieurs reprises, elle évoque la taille et la grosseur du sexe de son conjoint qui lui fait peur. Cette peur interdisant donc l'accès de son corps à l'autre dans le plaisir. Lorsque nous cherchons l'exception dans laquelle elle a pu vivre du plaisir sans douleur, elle évoque une relation vécue avec un homme marié qui avait un tout petit sexe, avec qui la sexualité avait toujours été plaisante durant toute la durée de leur relation impossible, puisque lorsqu'elle a appris qu'il était marié, elle a souhaité le rompre. Un objectif thérapeutique pourrait être comment lui permettre d'accueillir des nouvelles sensations à l'intérieur, de permettre un passage plus facile à l'autre pour partager avec elle les plaisirs de la sexualité. Et donc, les pistes plus psy, ce serait travailler vraiment la place de l'autre dans sa vie,
travailler aussi peut-être avec une sage-femme ou sexologue qui l'aiderait à habiter un peu plus son corps. L'idée aussi de peut-être développer avec cette patiente la capacité de se sentir soutenue par d'autres pour dépasser ses peurs et se sentir appartenir à une communauté de femmes, en fait, qui pourrait l'aider à s'identifier dans sa féminité, dans sa place. En fait, ouvrir des possibles sur les différents plaisirs dans sa vie aussi. Parce qu'aujourd'hui, elle est assez centrée sur ce plaisir qui lui manque et cette douleur présente. Et bien d'autres pistes d'ouverture vers une autre expérience pourraient être imaginées avec cette patiente, bien sûr, au sein d'une relation de soins. Voilà. J'espère que ça reprenait à peu près tout ce qu'on s'est dit. Merci beaucoup de votre écoute. Merci. Tu vas savoir. Alors nous allons accueillir Blandine Liagre pour la douleur génitale vue sous l'angle du kinésithérapeute. Donc Madame Liagre est masseur kinésithérapeute libérale spécialisée en pelvipérinéologie et membre du CA de l'AFREP, l'Association française de rééducation en pelvipérinéologie. Je m'en sors pas. Je suis coincée là. Bonjour, donc Blandine Liagre, je suis kinésithérapeute, comme vient de le dire Karine Martin, et j'exerce uniquement en cabinet libéral sur LM. Je remercie donc les organisateurs de PSF et de l'AIUS de m'avoir invité à parler de la douleur génitale vue sous l'angle du kinésithérapeute. Alors, en kinésithérapie périnéale, les patients souffrant de douleur génitale arrivent souvent très tardivement dans notre cabinet. D'abord parce que oser parler de la douleur génitale, c'est déjà un premier pas. Et puis, parler de cette douleur, c'est quelque chose de tabou. Et ils tardent très souvent à parler de ces douleurs. D'autre part, il y a aussi une méconnaissance du corps. Cette méconnaissance du corps, alors il y a plusieurs revues de littérature qui sont sorties et qui disent que finalement, 81% de jeunes femmes nullipares de 18 à 24 ans ne connaissent pas leur corps, n'ont pas d'informations sur leur sphère pelvipérinéale et pensent par exemple qu'avoir des douleurs après, des dyspareunies après un accouchement, c'est quelque chose de tout à fait normal, comme avoir des incontinences urinaires après avoir un accouchement. De même, 68% à 68% des femmes en péripartum disent manquer d'informations sur leur corps et 75% des femmes ménopausées disent également ne pas être assez informées. Tout ça va amener un retard dans la recherche de soins. D'autre part, les médecins ne savent pas forcément ce qu'on fait. Beaucoup de médecins pensent qu'en pelvipérinéologie, on ne fait que du renforcement musculaire. Or, certaines études commencent à sortir et disent bien que l'amélioration des scores de la douleur et de la fonction après thérapie physique des muscles du penché pelvien ont un intérêt dans une approche multidisciplinaire des traitements des douleurs génitales. Pour vous exposer nos possibilités d'action et nos modalités d'action, je vais partir de plusieurs cas cliniques. D'abord, une femme de 53 ans qui a commencé à avoir des douleurs génitales suite à une hystérectomie. La kinésithérapie a été prescrite au bout de 6 mois en attendant le rendez-vous qui aura lieu au bout de 9 mois dans le service de la douleur. C'est une patiente qui a commencé en même temps à avoir ses douleurs au même moment qu'un événement de vie douloureux était arrivé avec la découverte de la maladie de sa maman, la nécessité de la placer, etc. La deuxième patiente est une jeune femme de 23 ans qui a commencé par avoir des douleurs en urinant de plus en plus fréquentes et des dyspareunies. Et elle a eu un suivi en gynécologie, sexologie, un suivi en ostéopathie, et la kinésithérapie lui a été prescrite au bout d'une année. La troisième patiente est une femme de 40 ans qui avait été excisée à l'âge de 5 ans, qui avait eu une chirurgie réparatrice il y a 15 ans, mais ça avait été un peu compliqué. Elle avait énormément de douleurs depuis. Et elle a décidé récemment de s'occuper à nouveau d'elle et de
de faire une chirurgie de réparation à nouveau. Et puis c'est une de ses amies qui lui a dit un jour, mais finalement, pourquoi on ne t'a jamais prescrit de rééducation périnéale? Et c'est ainsi qu'elle est arrivée au cabinet. Alors, dans toute rééducation, en fait, nos modalités d'action vont commencer par une anamnèse. On va prendre un certain nombre d'informations générales sur nos patients, le relater. L'interrogatoire est très très important pour connaître leur mode de vie, pour connaître l'impact de leur quotidien et de leur activité professionnelle ou sportive sur le périnée, puisque toutes les pressions du corps vont être sur le périnée. D'autre part, on va faire parler de la douleur, on va faire parler de la localisation, des modes de sédation, et puis on prendra un certain nombre de renseignements sur les troubles associés, puisque j'explique toujours aux patients que dans cette sphère pelvienne, il y a une contingence entre les différents organes et que tout ce qui se passe dans cette sphère pelvienne va avoir un impact sur leur pathologie. Dans le cas de nos 3 patientes, il y avait des dyspareunies, il y avait de la sécheresse et puis il y avait des douleurs lombaires ou des douleurs de bassin. Pour les 3 patientes, il y avait des troubles urinaires plutôt à type de dysurie. Pour les 3 patientes, il y avait des troubles digestifs, soit de type un peu inflammatoire, soit de la constipation. Et pour l'une des patientes, il y avait des troubles circulatoires. Une fois l'examen, le relaté effectué, nous passerons au bilan clinique qui va être d'abord global. Pourquoi ? Parce que, on l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de manifestations à d'autres endroits qu'au niveau pelvien. Et donc, on va s'intéresser à la posture, on va s'intéresser à la respiration, à la mobilité. Les équipes de Nantes, en fait, ont fait une étude récemment qui disent que 28... Enfin, donc c'était une étude sur 2 groupes de patients, des patients qui avaient des douleurs pelviennes et des patients qui n'avaient pas de douleur, enfin des personnes qui n'avaient pas de douleur plutôt. Et donc 28% des personnes qui avaient des douleurs pelviennes avaient un syndrome de la charnière thoraco-lombaire, contre 4% de l'autre côté. 68% des personnes qui avaient des douleurs pelviennes avaient des syndromes myofasciaux, 76% une instabilité vésicale, pelvienne, pardon, et 68% avaient des troubles hypertoniques de la musculature paravertébrale. Alors là, dans le cas de nos 3 patientes, eh bien, on a retrouvé des troubles respiratoires, une respiration qui n'était pas aisée pour les 3 personnes, une hypotonie abdominale dans 2 cas, des points myofasciaux, une posture plutôt délétère chez certains, et puis par exemple pour notre patiente numéro 2, eh bien, une activité physique plutôt délétère pour le plancher pelvien. Nous passerons ensuite au bilan clinique. Alors, personnellement, moi, je ne le fais pas forcément aux premières séances, ça arrive plutôt après dans mon protocole de rééducation. Pourquoi ? Parce qu'il faut mettre en confiance la patiente, qu'il faut absolument son consentement éclairé et qu'il y a tellement de douleur que c'est quelquefois difficile d'aborder cette zone-là. Ce bilan peut se faire en partie en externe, juste par des pressions au niveau, comme vous pouvez le voir sur la 2e diapo, sur des pressions sur les 4 zones de la zone périnéale, ce qui va nous permettre d'apprécier les tensions, et puis en demandant une contraction, un relâchement, et juste avec l'ascension du noyau fibreux central du périnée, on pourra voir s'il y a une conscience ou pas de ce périnée. Si l'examen périnéal endocavitaire est possible et accepté, on pourra apprécier l'état de sécheresse, les tensions, les douleurs, mais également le point myofascial de l'obturateur interne, la capacité de contracter et surtout la capacité de relâcher ce périnée. En ce qui concerne nos 4 patientes, on avait pour la première un périnée complètement figé. Alors,
pas du tout de relâchement. Donc elle pensait qu'elle n'arrivait pas à contracter, mais elle n'arrivait surtout pas à relâcher. La deuxième n'avait pas trop de conscience de sa sphère périnéale. Quant à la troisième, alors sa région périnéale était vraiment quelque chose en dehors de son corps qu'elle ne voulait pas voir, dont elle ne voulait pas parler. Donc on a fait d'abord un travail en externe, et quand on a pu faire un bilan endocavitaire à un doigt, c'était un peu difficile, donc on a plutôt par la suite travaillé d'abord en externe. Alors, en conclusion, on fera le lien entre tous les symptômes, on se sera fait un peu une idée sur la connaissance que la patiente a de son corps. On aura aussi une petite idée de l'impact de son stress, de son anxiété sur toutes ces tensions et sur sa conscience périnéale. Donc bien entendu, l'objectif de la rééducation sera de diminuer les douleurs, d'améliorer les symptômes associés, mais aussi d'aider la patiente à réintégrer sa sphère périnéale dans sa corporalité, gérer sa douleur, sa prise en charge corporelle et retrouver une bonne qualité de vie. Pour ça, le kinésithérapeute a un certain nombre d'outils. On a tout un panel d'outils de rééducation qui vont de l'éducation thérapeutique jusqu'aux techniques globales ou aux techniques périnéales, le massage et éventuellement de la physiothérapie. L'éducation thérapeutique du patient, à mon sens, est quelque chose d'essentiel dans notre prise en charge, parce que si le patient ne connaît pas son anatomie et n'a pas de base sur sa physiologie, il ne peut pas comprendre pourquoi on lui demande de modifier son comportement mictionnel, son comportement digestif, et il ne peut pas devenir acteur de sa rééducation. C'est vraiment quelque chose pour lequel nous avons à passer du temps pour que les gens puissent vraiment adhérer à nos traitements. Notre rôle, c'est vraiment de les informer, d'adapter, de les rendre autonomes et de leur donner beaucoup de conseils, voire de les réorienter. S'il y a une constipation qui est très importante, on va leur donner des conseils de base, mais on va les réorienter chez le médecin qui pourra les aider à lutter contre cette constipation, par exemple. Pareil pour la sécheresse vaginale, on ne peut pas envisager d'effectuer une rééducation périnéale endocavitaire avec une patiente qui souffre de sécheresse. Ça serait lui amener de la douleur lors de ce travail, c'est absolument pas envisageable. Voilà, donc on va vraiment passer un temps sur cette éducation thérapeutique. Ensuite, on va s'attacher aussi énormément aux techniques respiratoires. D'abord parce qu'il est important de retrouver une détente du diaphragme, d'améliorer, de pouvoir redonner de l'espace dans toute la sphère lombopelvienne. Et puis, parce que la plupart de nos patientes douloureuses, on va leur conseiller d'avoir des techniques psychocorporelles de prise en charge de la douleur. Et dans toutes ces techniques, que ce soit la sophrologie, la pleine conscience, la méditation, eh bien, on utilise la respiration. Donc si le travail a été fait en amont, ça peut aider les patients à intégrer, à comprendre plus vite ce qui sera fait. Et puis ça fait un lien entre les différentes thérapies qui vont être proposées à la patiente. Donc c'est vraiment un élément qui est important. Dans les approches musculo-squelettiques globales, donc pareil, le fait de prendre en charge la patiente dans sa globalité et d'arriver petit à petit à la zone qui est douloureuse, ça lui permet de prendre un temps pour se mettre en confiance et pour travailler petit à petit vers la zone qui lui pose souci. On va utiliser donc des techniques manuelles pelviennes, on va travailler sur la mobilité des lombaires, du bassin, des hanches, utiliser les points myofasciaux et puis des étirements et surtout mettre en place des petits programmes d'exercices, d'activités physiques adaptées parce que l'idée, c'est vraiment de remettre en mouvement ces patients. L'idée, c'est vraiment de leur inviter à se prendre en charge. Moi, je leur dis souvent, pour vous, le meilleur rééducateur, c'est vous. Nous, les thérapeutes, on est là pour vous guider, pour vous accompagner, pour adapter ce qu'on vous propose en fonction de ce que vous pouvez faire. Mais au plus vous ferez chez vous ce qu'on a mis en place en séance, au plus on avancera. C'est vraiment, les autonomiser, c'est vraiment ce qu'il y a de très important. On pourra se servir également de massage, de détente. On l'a vu tout à l'heure,
il y a souvent un syndrome de la zone thoraco-dorsale, et donc masser va pouvoir aider à détendre, à limiter toutes les tensions d'un point de vue général. Ça va permettre de libérer des adhérences quand il y en a et de travailler sur les spasmes musculaires qui vont être associés au point trigger. Et puis, quelquefois, le massage abdominal va pouvoir aider à lutter contre la constipation. Il y a quelques études qui ont été faites, notamment celle de Marie-Beth Sinclair en 2010. Au niveau périnéal en lui-même, alors là, on va pouvoir également, donc toujours avec le consentement de la patiente, effectuer du massage, travailler sur les cicatrices, les fibroses, travailler sur les adhérences. Ça va nous aider à récupérer la contractilité. Alors finalement, quand on fait un travail endocavitaire, on est à la fois dans le massage et dans la rééducation, mais toujours en cherchant à retrouver le relâchement, qui est vraiment très important. Alors, il y a eu 2 études qui sont sorties sur l'intérêt de la lidocaïne, du gel lidocaïne à 2%. Donc, c'est quelque chose qu'on peut parfois être amené à proposer, mais on a besoin d'une prescription médicale pour pouvoir, pour que la patiente puisse avoir son gel lidocaïne. Il y a eu une étude en 2015 sur des vulvodynies provoquées, où il y avait un groupe de patientes qui étaient traitées avec de la lidocaïne la nuit, et un autre groupe de patientes qui avaient été traitées par une rééducation des muscles du penché pelvien. Et en fait, le groupe de patients qui étaient traités par la rééducation des muscles du plancher pelvien ont eu de meilleurs résultats sur la symptomatologie. Et donc, il y a une kinésithérapeute belge, Alexandrine Close, qui a mis en place un petit protocole de traitement avec utilisation du gel de lidocaïne lors des séances de rééducation. Donc, sa petite étude a été faite sur 45 patientes et elle a eu une amélioration significative de résultats chez 75% de ces patientes. Donc, il y avait eu des questionnaires qui avaient été posés en début et en fin de traitement. Pour restaurer la fonction périnéale, donc, en plus du massage, on va pouvoir faire un travail de découverte de la contraction périnéale, de son relâchement à nouveau, prendre vraiment conscience et maîtriser son fonctionnement, et puis après l'intégrer dans le schéma corporel. Donc d'abord, ça se fera manuellement, et quelquefois, en fin de traitement, on pourra utiliser du biofeedback, ce qui va permettre à la patiente de visualiser sa contraction, son relâchement, de l'intégrer dans des mouvements, de l'intégrer dans sa respiration. Ou bien on pourra utiliser, donc, dans le cas de dyspareunie, un travail avec des facilitateurs qui ne seront pas forcément les mêmes en fonction du type de pathologie, puisqu'on utilisera des dilatateurs plutôt souples dans le cas des vaginismes, et pour des personnes, par exemple, qui auront été opérées de cancer et qui auront des dyspareunies, ce sera des dilatateurs qui seront plutôt rigides. On pourra également, si la patiente nous y autorise, travailler par voie rectale sur des massages de releveur, des mobilisations du coccyx et des étirements doux des releveurs qui vont pouvoir aider quelquefois dans des douleurs pelviennes assez intenses. On pourra également se faire aider de physiothérapie. Alors, l'électrothérapie antalgique basse fréquence n'est pas forcément utilisée en cabinet de kinésithérapie, puisque la plupart des patients bénéficient soit de TENS, soit de stimulation du nerf vagal, ou bien de stimulation du nerf tibial postérieur. Par contre, il y a deux techniques. Enfin, il y a la radiofréquence par técarthérapie qui peut être très intéressante, qui présente l'avantage donc d'oxygéner les cellules, d'améliorer donc la cicatrisation, d'avoir une action trophique sur le tissu conjonctif et régulatrice sur le tonus, qui va permettre de travailler sur le relâchement. Et l'intérêt qu'elle présente, c'est qu'en fait, c'est la main du masseur qui va faire évoluer l'électrode. Donc on va palper en même temps les tissus, ce qui nous permet de voir ce qui se passe sous nos doigts. Et on peut également travailler en endocavitaire à l'aide d'un bracelet, et le courant en fait va être véhiculé par notre main, ce qui nous permet d'avoir toujours le contact avec la patiente. Et en fait, ces techniques vont vraiment nous aider à aller plus vite
dans nos capacités de sédation de la douleur et de relâchement. On sent vraiment sous nos doigts les tissus qui se relâchent, et cette écart-thérapie en fait émet une diathermie, c'est une chaleur douce qui est vraiment agréable pour le patient, parce que quand on leur parle d'électrothérapie, ça peut leur faire peur, mais là c'est vraiment une chaleur douce qui est très agréable. Il y a quelques études qui sont sorties également sur les ondes de choc, mais bon, c'est une technique que je ne connais pas bien, qu'il faut peut-être avoir à l'œil, mais il n'y a que 2 études qui sont parues dessus. Après, il y a d'autres techniques adjuvantes, comme le typing, qui sont des techniques... J'ai presque fini. Comme le typing, qui est une technique mécanique. En fait, on va agir sur le gate control par stimulation des récepteurs cutanés. On peut s'en servir en fait pour le soutien, pour travailler sur la constipation, pour travailler sur des contractures musculaires. Ça n'a qu'une étude scientifique qui est sortie dessus, mais ça n'a pas beaucoup d'études, mais ça peut être testé, ça marche ou pas. Ça peut quelquefois peut-être avoir un effet placebo, mais ça peut être une aide. Alors si je reviens sur mes 3 patientes, la première, après 7 mois de traitement, mise en place d'exercices quotidiens, et elle me dit vraiment je ne peux pas m'en passer, ça me fait vraiment du bien. Elle s'est inscrite à un cours de yoga 1 fois par semaine. Si elle respecte toutes les consignes qu'on a mises en place, elle n'a plus de douleur. Et puis elle chemine dans son esprit à se dire que peut-être elle aurait besoin d'aller poser toutes les difficultés de vie qu'elle a, d'aller les poser et d'en parler à quelqu'un de complètement neutre. Voilà. La deuxième patiente, le traitement a été un petit peu plus compliqué parce qu'elle attendait un petit peu la baguette magique de la kinésithérapie. Donc par moment on a arrêté, puis on a repris. Ça a été un peu compliqué. Puis là maintenant, elle a eu un peu un déclic l'été dernier. Elle fait ses exercices régulièrement. Elle a repris une activité physique et on a vu ensemble tout ce qu'elle pouvait faire, tout ce qu'elle ne pouvait pas faire, comment adapter ses exercices. Il lui reste des douleurs quand elle a des positions assises prolongées. Et puis, il y a quelque chose avec elle que je n'ai jamais réussi à définir, mais ça, on en a déjà parlé avec la personne qui la suit en gynéco-sexo. Il doit y avoir quelque chose au niveau de sa sexualité qui est difficile parce qu'elle retarde toujours les moments où on va aller retravailler sur la sphère périnéale. Et la troisième patiente, eh bien, elle a eu une reprise de sa chirurgie il y a une quinzaine de jours. Et je l'ai eue au téléphone depuis. Elle était super contente de réussir à gérer la douleur grâce à la respiration, d'avoir réussi grâce aux exercices qu'on avait réussi à mettre en place, à ne pas être sondée d'un point de vue urinaire en post-opératoire immédiat, et toujours grâce aux exercices et à la respiration, à pouvoir lutter contre la constipation. Donc tout ça pour vous dire que nous avons notre place dans le traitement de la douleur génitale, mais que c'est vraiment une approche multimodale. On a vraiment besoin de travailler en équipe, qu'on a vraiment besoin de communiquer avec les autres professionnels de santé, qu'on a besoin d'avoir des réseaux pour pouvoir réadresser les patients, et qu'il faut pouvoir échanger avec tout le monde. Ce sont des traitements qui sont lourds, mais je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir dit. Et puis, comme je vous disais, on ne fait pas dans ce traitement-là que de la rééducation périnéale. On fait une rééducation qui est globale. Et comme notre nomenclature est assez ancienne et n'est pas prête d'être changée, les prescriptions des prescriptions plus globales nous permettraient d'avoir plus de facilité de travail. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais inviter les autres oratrices peut-être à venir pour répondre aux questions. Je vais me permettre quelques remarques. Ou ici, si vous voulez, à côté, comme ça vous avez un micro. Et vous êtes assise. Donc, il y a plusieurs choses que je vais juste reprendre rapidement et laisser la place aux questions ensuite. C'est vrai que nous avons vraiment cette notion que nos patientes parfois fusionnent avec la douleur et qu'elles deviennent leur douleur. Et nous avons vraiment parfois une énigme à résoudre. Et ça me semble important d'être noté. Cette question, quand une patiente nous consulte pour des douleurs, quelle qu'elle soit, je pense que c'est vraiment important de poser la question « Avez-vous mal ailleurs ?»
Et cette hypersensibilisation centrale à la douleur, c'est vraiment une notion. Il y a des fois, rien qu'aux antécédents, quand on voit que toutes ces douleurs s'associent, on peut déjà parler de cette sensibilisation sans doute centrale et périphérique à la douleur. Et je pense que ça apporte déjà une petite réponse à nos patientes et ça les soulage. Cet aspect aussi qui a été dit, émotion, raison, je pense que, et aussi d'avancer au niveau du corps, ça a également été dit. Je pense que quand on travaille, que ce soit en kinésithérapie ou même quand on fait un examen gynécologique, on détecte parfois au niveau de l'émotion chez nos patientes et c'est important aussi de les rationaliser, c'est-à-dire vous avez peur de quoi là exactement? Je pense que vous détectez un danger, est-ce que vous arriveriez à poser des mots sur ce danger? Parce qu'on voit qu'il y a de l'émotion et c'est toujours une balance raison-émotion qui me semble importante. Et peut-être de conclure avec ce besoin d'autonomiser, de remettre nos patientes en mouvement, parce que le mouvement, c'est la vie, et que souvent, avec leur douleur, elles sont complètement figées et immobiles. Et une dernière question aussi, c'est que on a des patients du coup qui nous supplient de les opérer. Alors moi, on n'est pas chirurgien ici, mais enfin, il faut qu'on m'opère, retirez-moi cette douleur. Et en fait, vraiment, et ça c'est le docteur Bocan qui pourra sans doute répondre, c'est que des patientes déjà douloureuses qui vont être opérées, elles ont toutes les chances d'être encore plus douloureuses après. Et du coup, c'est vraiment une chirurgie, je pense qu'il faut voir un médecin de la douleur avant d'être opéré et encadrer vraiment cette chirurgie d'une antalgie spécifique. Et donc, voilà, enfin, ça peut-être que tu peux déjà répondre. Oui, les consultations préopératoires en consultation de la douleur sont parfois indiquées, notamment quand il y a déjà des douleurs avant la chirurgie. Et il faut savoir détecter la douleur avant la chirurgie. C'est-à-dire que, je pense à des chirurgies qui... Alors, les patientes qui demandent des chirurgies pour enlever la douleur, ça, moi je dis non, ça n'enlèvera pas vos douleurs, ou pas tout. Il y a vraiment des indications gynécologiques et d'où l'intérêt de participer. Nous, à Lille, on a la chance de participer aux réunions de concertation pluridisciplinaires avec les gynécos et ils nous ont invités. Et ça, c'est très riche parce qu'on va s'enrichir de l'expérience des gynécos et les gynécos s'enrichissent de l'expérience des algologues. Il peut y avoir une indication gynéco à opérer, mais quand il y a une douleur sous-jacente, il faut aller la typer et la traiter avant l'opération. Mais maintenant, je pense que les gynécos arrivent à dire on va vous opérer, ça peut diminuer la douleur, mais ça va peut-être pas tout enlever. Et donc, il faut chercher les facteurs de risque aussi de douleur post-opératoire. Et ça, les facteurs de risque, c'est un peu les mêmes facteurs que la sensibilisation. Et une remarque aussi, peut-être, c'est qu'on a trop, je pense, la vision du kiné qui travaille avec 3 patients en même temps. Et en fait, je pense que ça fait beaucoup de tort à la kinésithérapie, où on se dit, de toute façon, on lui met une sonde et puis voilà, il y a 4 salles et peut-être tu peux répondre. Alors, il est clair que quand on travaille sur des patients qui sont douloureux, c'est du travail individuel. Enfin, moi, je fais que du travail individuel et je ne suis pas la seule. On est beaucoup de kinésithérapeutes à travailler individuellement. Le deuxième problème qu'on peut avoir, c'est le temps des séances, où en une séance, donc logiquement une séance, c'est 20-25 minutes. C'est difficile d'aborder des patients qui sont très douloureux parce qu'ils ont toujours besoin de poser les choses, ils ont besoin de se mettre en confiance. Il faut le temps qu'ils se détendent pour qu'on puisse travailler. Donc, personnellement, moi, je les prends toujours le temps de 2 séances. Mais chacun fait un peu comme il peut. Mais il y a moyen, en fait, il ne faut pas hésiter à conseiller aux patients de se renseigner sur comment travaille le kiné et si le kiné prend 3 personnes en même temps, leur dire de changer. Alors ça complique les choses, on a des délais d'attente, ce que les patients ne comprennent pas toujours, mais après quand ils ont essayé d'autres cabinets et puis qu'ils arrivent chez nous et qu'ils se rendent compte qu'on va toujours être avec eux et s'occuper d'eux pendant toute la séance, du coup après ils comprennent mieux qu'il y ait eu un délai d'attente. Après, pour avoir des bonnes adresses, donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site de l'AFREP, afrep.org, ou bien sur les annuaires des organismes de formation que sont l'IPPP
ou le IRPP, en voyant les formations que les kinés ont fait, vous aurez un peu une idée de ce qu'ils prennent en charge, déjà parce qu'on n'est pas beaucoup. C'est plus compliqué de prendre en charge des patients qui sont douloureux, des patients qui ont des problèmes complexes, que de faire du postpartum. Ou, voilà. Donc il y a beaucoup de kinés qui ne prennent pas en charge les douleurs, qui ne prennent pas en charge les troubles complexes. Mais ça se trouve, alors il faut se faire son petit réseau, il ne faut pas hésiter à demander à la FREP ou au kiné que vous connaissez qui puisse vous aider à trouver. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. Oui, merci. C'est une question qui va dans ce sens-là. Alors, sur les kinés, donc effectivement, vous commencez à travailler en réseau, donc ça c'est super. Par contre, quand on est sur des zones un petit peu éloignées des grandes villes, ça devient rapidement très compliqué. Ma question, c'est plus une ouverture, c'est est-ce que vous voyez dans les jeunes kinés qui s'inscrivent une motivation pour prendre en charge ces consultations-là, parce que je sais que vous avez des problèmes de codification d'actes qui ne sont pas adaptés à ces consultations. Ça, c'est la première question. Alors, il y a des jeunes kinés qui s'intéressent à la pelvipérinéologie. Je pense qu'il y a pas, enfin, on n'a pas de visibilité sur ce qui se passera, mais je pense que oui, il va y en avoir qui vont s'y intéresser, je pense. Après, effectivement, la question de codification d'actes et de facilité d'exercice, c'est un réel problème. Et ça ne va pas s'arranger dans les années à venir, parce que la pelvipérinéologie n'intéresse absolument pas les instances. Dans les dernières négociations professionnelles, on n'en parlait pas du tout. Voilà. Oui, parce que du coup, c'est très frustrant. Carrément. Cette idée de conseiller à nos patients, parce que ça a un double effet négatif, c'est-à-dire que les patientes, elles vont tomber sur des gens qui ne font pas leur métier correctement dans ce domaine-là, je parle. Et du coup, c'est quand même des séances de kiné qui sont très prenantes dans le temps. Et du coup, ça dessert la suite parce qu'elles se disent non, j'en ai déjà fait, ça ne sert à rien en fait. Et nous, on est assez démunis par rapport à ça parce qu'on les motive à y aller et derrière, on n'a pas la suite, quoi. Alors, il faut les prévenir dans ce cas-là que souvent les personnes qui travaillent en individuel et qui prennent en charge vraiment ce type de pathologie ont des délais d'attente qui sont assez longs, ce qui leur permet peut-être de comprendre un peu ce qui se passe et que la prise en charge est individuelle et que donc ça peut prendre un peu plus de temps. Et puis il faut essayer de se faire des réseaux. Quelquefois, en appelant les kinés, on peut savoir comment ils travaillent. Moi, ça m'est déjà arrivé, justement pour des patients qui venaient de très loin, de chercher autour de leur lieu d'habitation et de téléphoner à quelques kinés et de leur demander si elles prenaient en charge, comment ils travaillaient. Et j'ai réussi quelquefois à trouver des confrères qui prenaient en charge. Le problème aussi, c'est que, alors je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les professions, mais on a beau avoir donc une seule association de pelvipérinéologie, il y a très peu de kinés qui y adhèrent alors que ce serait la solution pour en fait faire bouger les choses. Voilà. Et j'ai rapidement une deuxième question sur les psychologues. Je n'ai pas la notion que vous soyez organisé au niveau des spécialités. Est-ce que c'est parce que tous les psychologues sont aptes à prendre en charge ces pathologies-là enfin voilà, qu'est-ce qu'il en est du réseau par rapport à la prise en charge psychothérapeutique, quoi? Alors, effectivement, moi et ma collègue, enfin, moi, ça fait longtemps que je suis là, mais j'ai toujours été au CHR, donc j'ai pas beaucoup de réseau à l'extérieur. Les psychologues ne sont pas organisés en fonction des pathologies comme ça spécifiques médicales. Hein. Il y a des psychologues qui vont s'afficher peut-être un peu plus prise en charge aux problèmes de santé,
plutôt psychologue de la santé globale, mais non, j'aurais tendance à vous dire qu'il n'y a rien. Il y a beaucoup de psychologues qui ont des formations de sexologues aussi associés et qui vont là plutôt s'afficher sexologue, je pense, plus que psychologue à ce moment-là. Mais la douleur, ça n'intéresse pas beaucoup les psychologues, quand même, en vrai. Pour le coup, on est vraiment assez seul par rapport à ça. Et c'est toujours, en fait, la douleur, elle implique toujours une problématique complexe, et très complexe d'ailleurs. Et du coup, il faut s'associer avec je pense moi, des professionnels de santé pour pouvoir être armés et finalement avancer ensemble. Hein. Et donc peut-être les psychologues qui vont travailler en maison de santé actuellement, qui s'associent avec les dermatologues, avec les gynécos, ceux-là, ils vont être plus à même, à mon avis, de prendre en charge ce type de problématique. Mais sinon, il n'y a pas du tout de spécialité en dehors de sexologues, quoi. Il y a beaucoup de psychologues qui sont sexologues quand même. Mais qui vont travailler la sexualité plus que la douleur, je pense. Après, on voit que cet abord psychologique, finalement, on déroule un peu, on va enquêter sur les... C'est vrai que tout à l'heure... C'est la même énigme à résoudre globale du patient. Et même en douleur périopératoire, hein, je pense que quand la personne est vraiment douloureuse avant l'opération, la place du psychologue est quand même vraiment intéressante. Hein. On travaille ensemble avec le docteur Bocan. On voit à quel point on peut permettre... avec notre rencontre d'être dans la bonne temporalité de l'opération dans l'histoire de vie de la personne. Hein, et puis avec une bonne prise en charge aussi médicale à côté, au niveau de la douleur. Bonjour, je vous remercie pour vos présentations. J'ai une question très pratique pour la kiné. C'est comment rédiger mon ordonnance de kiné. Hein. Et puis aussi pour la psychologue, vous êtes allé un peu rapidement sur les 3 critères de psychotraumatisme. Si vous pouvez me les répéter. Voilà, merci. Les 3 critères, donc c'est l'impression de mort imminente. Alors ça peut être la sienne ou celle de quelqu'un d'autre. Hein, en fait, ensuite, l'émotion qui submerge la personne, une émotion très 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 forte qui vient dépasser, submerger. Et la 3e chose, pour qu'il y ait un vécu de trauma, il faut qu'il y ait une absence de tiers sécure, que la personne se vive comme seule au monde. Voilà. C'est pour ça que tout est dans la notion du vécu. En fait, c'est très très important de demander à la personne de bien expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment elle s'est vécue, qu'est-ce qu'elle a pensé à ce moment-là, et pour mieux comprendre le vécu de l'expérience traumatique. Merci. Donc je vous ai remis la diapo où j'ai mis un intitulé de prescription. Donc il faut qu'il soit noté massage et rééducation lombo-pelvien et des membres inférieurs et périnéal. C'est ce qui nous permet de faire du travail endocavitaire. Il faut qu'il y ait le mot et périnéal. Pour troubles pelvipérinéaux ou douleurs pelvipérinéales complexes. Merci. Vous pouvez éventuellement détailler qu'il y a besoin de travail respiratoire, d'étirement et de relaxation périnéale, mais ce n'est pas obligatoire. Bonjour, Lydia Marié-Sevara, je suis gynécologue accoucheur. Je vous remercie pour cette belle session, parce que c'était vraiment important d'en parler. J'ai une chance extraordinaire, c'est que je suis à l'hôpital Foch, je suis à la fois libérale et hospitalière, et nous avons une RCP douleur génitale qui nous a été organisée par le professeur Birmarès. Et ça, c'est le rêve, parce qu'effectivement, les cas compliqués, les cas difficiles vont passer en RCP. Mais ce n'est pas suffisant, et vous le savez tous. Et autant, vu mon âge, je n'étais pas tout à fait pour les recommandations de l'ARS de former des CPTS, etc.
Or, nous en avons formé une dans ma ville, à Boulogne-Billancourt, et je reviens sur ce que je vais penser il y a quelques années. C'est impeccable, parce que finalement, et quel que soit finalement, parce que je suis au courant qu'il y a des CPTS, y compris dans des zones où il n'y a pas tellement de professionnels de santé. C'est bien parce que nous avons créé un WhatsApp, nous avons créé un lien, et finalement, nous avons une discussion entre nous, entre kinés, entre psychologues, etc. Et nous arrivons, par ce lien-là, à pouvoir discuter d'une patiente et l'adresser. Et donc, l'ARS est en train d'essayer de créer, et je plaide pas pour l'ARS, là, mais ils sont en train de créer ce genre de choses un petit peu partout. Alors, infiltrez-vous dedans, parce qu'effectivement, par mon expérience, et je vous dis, j'étais contre au départ, je suis obligée de reconnaître que maintenant, c'est vraiment très pratique. Et il ne faut pas oublier les urologues et les gastros qui participent. Ah, mais on est dedans, tout le monde est dedans. Tous les médecins, en tout cas à Boulogne, tous les médecins, les professionnels de santé, kinés, orthophonistes, psychologues, sont dedans. Et plus les jours passent, et plus ils s'aperçoivent que c'est intéressant, et plus on en a. Donc ça, n'hésitez pas à essayer d'aller dans ce genre de choses. Moi qui suis d'un âge certain, je suis obligée de reconnaître que c'est magnifique, quoi. On fait un truc WhatsApp, il y en a une qui dit j'ai besoin d'un urologue ou j'ai besoin d'une orthophoniste, et c'est trouvé dans les minutes qui suivent. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ce genre d'organisme si effectivement vous n'avez pas la chance, comme moi, d'avoir une RCP dans un grand hôpital. Merci pour ce partage. Alors, Rosa? C'est juste que on est dans des sessions de sexologie. J'ai un peu de mal, c'est que j'ai adoré vos interventions, mais là, je ne peux pas laisser passer. Il ne faut pas oublier les sexologues et les thérapeutes de couple. Là, vraiment, la prise en charge doit être interdisciplinaire, et c'est important, et les sages-femmes. Donc, il est essentiel de mettre tout le monde, et surtout, aujourd'hui, Madame Liagre, je ne pouvais pas laisser passer. Mais c'était excellent, merci. Merci, Rosa. Bon, je pense qu'on peut clore cette session, s'il n'y a pas d'autres questions. Sinon, nous sommes à disposition pendant la pause.